là, je suis éjecté de la moto part sur l'avant, et là, je réceptionne sur les fesses, et je sens un grand crack dans la moelle épinière. Je sens que c'est fatal, je comprends tout de suite que c'est très grave et que la moelle épinière est touchée. On se dit que voilà, la vie ne sera plus jamais la même. Dans ma tête, je me dis, si je pouvais juste retrouver une vie normale, ça sera une énorme victoire. Je pense même pas à la moto, je pense même plus à ma carrière. Vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous un frappé au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Toutes et tous partagent à mon micro des récits inspirants qui vont vous faire passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Le 27 juin 2010, Axel Alétru est devenu paraplégique. Champion international de BMX, il intègre une équipe professionnelle de motocross en 2009. Un an plus tard, lors des championnats du monde en Lettonie, il chute et retombe violemment sur les fesses. Sa colonne vertébrale se brise, il perd instantanément l'usage de ses jambes. S'ensuit un véritable parcours du combattant pendant lequel il va tout faire pour retrouver une vie la plus normale possible. Cette quête, ce besoin de revanche sur la vie, va le faire tenir et va l'amener à faire mentir tous les diagnostics médicaux de l'époque. Un an après son accident, Axel participe à ses premiers championnats de France de natation handisport où il termine 3e. En quelques années dans la discipline, il décroche 10 médailles d'or au championnat de France et 6 titres de champion d'Europe. Mais c'est en 2020 qu'il va réaliser son plus grand projet, participer au mythique Rallye Dakar aux côtés des valides. Et il va même faire plus que ça puisqu'il gagne l'épreuve dans sa catégorie, celle des buggy. Comme il le dit très bien lui-même, derrière l'impossible se cache toujours le possible. Voici l'histoire d'un homme qui est tombé mais qui s'est relevé. Excellente écoute à vous. Et juste avant ça, je tiens à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui soutiennent financièrement le podcast sur Tipeee. Si vous souhaitez les rejoindre, c'est sur tipeee.com/les-frappés. C'est à partir de 1 € par mois. Chaque euro compte et permet au podcast de maintenir son indépendance. Merci à vous, excellente écoute. Eh ben écoute, bienvenue Axel sur le podcast. Je suis absolument ravi de te recevoir en direct, j'en sais rien d'ailleurs, en direct de où? En direct de où aujourd'hui, écoute, je suis à Lille. À Lille, ok, donc un peu plus au nord que là où je me trouve. Ah ouais, Mais en tout c'est un cas, peu plus froid. ouais, j'imagine, et plus humide. Mais en tout cas, bienvenue Axel sur le podcast. Je suis super content de te recevoir. Je pense qu'on va parler on va parler de plein de choses, de parcours sportif, d'accidents, de comment est-ce qu'on se relève de tout ça, de ce que tu fais aujourd'hui. Donc ça va être extrêmement riche. Merci encore de t'être libéré pour ça. Bah écoute, ravi d'être aujourd'hui avec toi et de pouvoir partager au plus grand nombre bah, tout mon parcours de vie, toute cette résilience qui, j'espère, pourra résonner au mieux, en tout cas. Yes. Ouais, j'en suis absolument convaincu. Écoute, Axel, ce que je te propose, c'est tout simplement en une phrase, de nous expliquer, tu vois, quels ont été, quel a été ton parcours dans les grandes lignes, et ensuite on rentrera dans le détail. Alors, en une grande phrase. Non, c'est vrai que bon, je me décris souvent comme l'homme aux plusieurs vies parce que j'ai pratiqué beaucoup de sports de haut niveau depuis mon non plus jeune âge. Faut savoir qu'à la base, moi, j'ai commencé par le BMX. J'ai été plusieurs fois champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Donc, ça a été un super départ. J'ai ensuite troqué mon vélo pour une moto afin de réaliser mon rêve de l'époque qui était de devenir pilote professionnel de motocross. Et donc, j'ai eu l'occasion de très vite progresser avec mes aptitudes de BMXeur et ensuite faire le championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde et intégrer une équipe professionnelle en 2010, donc l'équipe KTM, pour participer au championnat du monde de motocross, 15 épreuves dans le monde entier. Donc tout se passait bien, des bons résultats pour moi et l'équipe. Malheureusement, bah, la vie fait que
il y a des bonnes et des mauvaises surprises. Et là, accident le 27 juin 2010 où je perds l'usage de mes jambes et en une fraction de seconde, je passe de pilote qui était professionnel avec une longue carrière devant moi à tout de suite personne handicapée. Voilà un choc qui est assez brutal. Et les médecins de là me prédisent un fauteuil à vie. On me dit que je ne remarcherai probablement jamais. Bon, derrière, s'ensuit toute une rééducation avec beaucoup de travail pour après pouvoir faire un rebond dans le sport de nouveau, la natation handisport, et performer et devenir 12 fois champion de France de natation handisport, vainqueur des European Master Games. Et le Graal a été de pouvoir renouer avec les sports mécaniques en 2020 et réaliser un de mes rêves qui était de participer au Rallye Dakar avec les valides, donc en buggy. Donc j'ai monté une structure et ma propre équipe et avec mon copilote François, non seulement on a terminé ce Dakar, ce qui est fou, hein, parce que c'est le rallye le plus dur au monde, mais en plus de ça, je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie devant les valides. Donc c'est une première historique, ça s'est jamais fait. Excellent. Punaise, effectivement, plusieurs casquettes. Si on commence par la première que tu t'es vissée sur la tête, celle du BMX, et ensuite de la moto, c'est quoi qui fait que tu as accroché enfin, déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans cet univers du BMX? C'est quelque chose que toi, tu voulu faire ou c'est, je sais pas, l'environnement familial, des amis qui t'ont amené à te lancer là-dedans? Alors mon père faisait pratiquer le motocross, mais en réalité, j'étais toujours sur un petit vélo chez moi, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Et bon, mes parents se sont dit: «Bon, il a l'air d'aimer la moto, le sport», ça a commencé comme ça, mais vraiment, je pédalais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais, tout le temps sur mon vélo, à le midi, entre midi et 2, après enfin, quand je revenais chez moi, entre l'école, le soir, après l'école. Enfin, c'était vraiment, le truc, que j'adorais, quoi. Donc du Et coup, évidemment, bah, je suis tombé dedans assez vite et après mes ouais. parents m'ont dit: «Bah, le vélo, c'est bien, il adore, le vélo, on va l'inscrire à un club de BMX, quoi». Et tu te rappelles qu'est-ce qui fait que tu as accroché avec le vélo, que tu étais en permanence dessus, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige? Enfin, est-ce que tu te rappelles des sensations, de ce qui a fait que tu y revenais, constamment? Cette sensation peut-être d'équilibre, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier, un peu comme un surfeur, qui adore surfer une vague. Moi, j'adore, épouser une bosse, la sauter, c'est toutes ces choses-là qui sont, faire corps avec le vélo. Mmh. C'est ça qui ouais, c'était mon truc. J'aimais pas courir, j'aimais bien la moto, mais j'étais encore trop jeune. Donc voilà, j'ai fait un peu de judo aussi. Mais c'est vrai que le vélo, c'était mon truc, quoi. J'aimais Ouais, ça. Et puis, bah, ça s'est révélé que c'était le cas. Parce que voilà, tout de suite, j'ai performé et je suis devenu champion du monde et champion d'Europe. Donc, ça a été effectivement le bon choix. excellent, excellent. Donc peut-être plus des ce qui fait que ça a accroché, j'ai l'impression, c'est que enfin, ce que je comprends, c'est que c'est plus des notions peut-être de pilotage, on va dire, que nécessairement de vitesse. C'était pas forcément la vitesse qui te faisait vibrer, même Oui, si ça parce en fait qu'en un peu vélo, partie. ouais, c'est ça, ça en fait partie. Mais au final, le vélo, quand t'es petit, du moins, tu vas pas très très vite. Ouais. Tu Surtout, bon, moi, je roulais dans mon jardin, hein. C'était pas un grand jardin, donc c'est assez petit. Après, je roulais autour de chez moi, dans la rue ou ce genre de choses, mais c'est pas une énorme descente, en fait, c'était des descentes où tu prends de la vitesse à fond la caisse. Là, non, tu vois, c'était Ouais. vraiment, cette sensation finalement, ouais, c'est ça, d'équilibre, de faire corps avec le vélo. Et ouais, ça me plaisait et ça me plaît toujours d'ailleurs, hein, encore, 30 ans, 33 ans après. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette transition vers le motocross? Parce que, tu as eu des résultats quand même de fou en BMX, enfin clairement, résultats au niveau mondial, donc c'était pas les courses du Ouais, ouais, quartier. non. Donc on pourrait se dire, tu vois, bah, en fait, voilà, tu avais clairement trouvé le succès, dans cette discipline-là. Qu'est-ce qui t'a amené à transitionner vers autre chose? Alors il y a eu plusieurs, paramètres. Moi, j'ai toujours voulu faire de la moto déjà à la base. Ensuite, je le vélo quand j'ai commencé à tout gagner, le problème c'est que à l'époque, c'était pas encore aux JO et moi je voulais vraiment, devenir, professionnel. Et c'est vrai que bon, il y avait pas vraiment de débouché dans le vélo, tu vois?
Ouais. Ça restait encore, le début, ça s'est énormément professionnalisé, hein, mais si tu reviens dans les années, 2000, mais il y avait rien de tout ça. Il y avait aux États-Unis un petit peu, voilà, mais il y avait pas, il y avait peut-être deux trois, il y avait quelques pros quand même. Mais tu vois, il y avait pas de JO, il y avait pas de gros sponsors. Maintenant Red Bull, sont là et tout, quoi. Donc du coup, comme je voulais vraiment devenir professionnel, bah, c'est vrai que je savais qu'il y avait pas de suite là-dedans et je voyais surtout à la télé des stades, aux États-Unis remplis en voyant des motos rouler, en supercross et c'est vrai que ça m'a donné envie, tu vois? Et c'est Mmh. pour ça que j'ai basculé parce que la moto, c'était un peu la suite logique, bah, voilà, pour devenir un jour potentiellement pro et pour faire ce que j'aime, quoi. Puis après, j'ai commencé un peu la moto et tu vois, je sentais que je mettais un peu de côté le vélo parce que je me concentrais plus sur la moto, quoi. Donc du coup, au final, à un moment donné, j'ai fait un choix. Je pouvais plus concilier les 2 et j'avais, moins de goût à rouler à vélo, pardon. Donc du coup, j'ai décidé de tourner la page, quoi. Mmh. J'ai fait mon dernier championnat d'Europe, je crois que c'était en 2001 à, à, à Beaulieu-Mandeure, à côté de Bonn. Et je faisais vélo et moto. Et même alors que je m'entraînais plus en BMX, je me souviens que je fais vice-champion d'Europe encore. Donc, tu vois, j'avais vraiment ouais, ce truc en vélo, quoi. Ouais. Le gabarit, la technique. Mais finalement, tout ça m'a aidé pour après le motocross, tu vois, derrière. C'est quoi un bon gabarit, d'un pilote de motocross? Alors, pour le coup, en vélo, j'avais le bon gabarit parce que j'étais assez grand pour mon âge et costaud et tout. Pour la moto, le bon gabarit, je dirais que c'est à peu près 1,75 m, tu vois. Et moi, OK. j'étais trop grand après pour la moto, pour le coup. J'ai atteint les 20 ans, tu vois, je faisais 1,90 m. Ah Du ouais! coup, Oh punaise! mais ouais, les motos sont pas forcément faites pour les grands. Et ça, je comprends pas que ça a pas évolué parce que la jeune génération est de plus en plus grande et c'est vrai que les motos ont encore des cadres des années 70, les mêmes mesures, ça s'est pas agrandi. Et ça, je comprends pas parce que aujourd'hui, si tu compares, enfin, je sais pas, tes parents ou enfin, les jeunes sont de plus en plus grands maintenant, c'est clair. Ouais. OK, intéressant. Donc un paramètre à gérer, j'imagine, quand tu fais 1,90 m et que la moto, elle est conçue pour tout est Bah ouais, dimensionné pour du 1,75 m, c'est ouais, petite c'est compliqué. complexité. Bah oui, tu utilises plus d'énergie. On peut comparer ça à un nageur. Je sais pas, tu prends un nageur qui fait 2 mètres ou un peu plus de 2 mètres, comme Amaury Levaux par exemple, et un autre nageur euh, qui fait 1,70 m. Bah t'imagines, le bras de levier est pas du tout le Ouais, même dans l'eau. c'est Donc il a un clair, désavantage direct. Et moi, c'est clair. sur la moto, c'est un peu pareil. Tu vois, le petit, il peut être très actif sur la moto pour se lever, se baisser, alors que moi, j'utilise beaucoup plus d'énergie à me lever, à me baisser, à mettre sur l'arrière. Je ne sais pas quoi faire de mes jambes parce qu'elles sont trop grandes dans les virages quand tu sors la jambe, tu vois? Enfin, toutes ces choses-là. OK. Ça, j'allais te poser une question avant que tu évoques le gabarit et que je rebondisse dessus. Du coup, j'allais te demander, qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant dans le motocross avec toute l'expérience que tu avais du BMX? Est-ce qu'il y a des aspects, du sport que tu avais pas forcément, tu disais que ton père en faisait, j'imagine que tu en regardais beaucoup et cetera, mais est-ce qu'il y avait eu des surprises? Bon, là, visiblement, le dimensionnement des motos, ça en a été une, mais est-ce qu'il y a eu autre chose, auquel tu as dû t'adapter en dépit de, tu vois, de ton passif, déjà en BMX et dans le sport? Bah, je dirais que quelque chose dont je n'avais pas connaissance, c'est les blessures. Ouais, Tu vois, en BMX, il y a très peu de blessures, voilà, alors qu'en motocross, tu vois, j'ai commencé à me casser les poignets, puis les genoux, puis les épaules. Les blessures, ça fait partie du sport, malheureusement, dans la moto, quoi, et de la progression. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas forcément à l'époque de mon père, d'ailleurs. Il y avait très peu de blessures.
Mais c'est vrai que sur ma génération, les motos ont énormément évolué en termes de performance. Les terrains ont évolué et donc ça va de plus en plus vite. Et comme je te l'ai dit, je suis assez grand, du coup j'ai un bras de levier plus grand et bah, plus t'es grand, plus tu casses. Ça a l'air assez basique comme ça, mais c'est un peu le cas, tu vois. Mmh. Donc c'est des choses auxquelles bah si avec le recul tu te dis bon bah finalement je pense tu vois j'aurais continué même si j'ai adoré ma carrière moto. Tu te dis en BMX il y aurait quand même beaucoup moins de blessures parce que bon voilà la moto c'est vraiment ça fait partie du truc quoi. Et tu te blesses et tu repars à zéro et enfin c'est fatigant quoi. Ouais et puis, bah, enfin, on va en parler, toi des enfin, tu as connu clairement enfin, c'est plus qu'une blessure, mais ça reste des blessures, tu vois? Ce que tu dis, se casser les poignets, se casser l'épaule, c'est quand même des grosses blessures, quoi. C'est pas, tu vois, Oui, un truc à un muscle ou quelque chose qui est relativement, tu vois, un non. hématome ou là, c'est des trucs, des os cassés, quoi, des articulations pétées. Ah ouais, non, non, c'est ça, clairement. Et après, la blessure fatale, le 27 juin 2010, là, c'est clair. Mais, Ouais. mais tu vois, même si tu te blesses, tu reprends et tu as envie de rouler. C'est comme une drogue finalement. Tu as envie de te remettre dedans et repartir. Et enfin, ça, c'est malheureusement, c'est le motocross, j'ai envie de dire. T'as beau eu te faire mal, et ben derrière, tu repars, quoi. Excellent. 27 juin 2010 du coup, si tu peux nous en parler. Donc le contexte, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, c'était, une manche du championnat du monde, c'est ça? Exactement, on est sur le championnat du monde de motocross en Lettonie. C'est un circuit que je connais parce que j'ai déjà fait le mondial là-bas dans les catégories juniors. Et malheureusement, mauvaise qualif la veille, euh, le samedi. Bon, j'avais une habitude de faire à peu près entre 10 et 15. Là, je me retrouve 25, donc c'est une mauvaise place pour moi. Et bah là, première manche, j'ai une mauvaise place sur la grille, mais malgré tout, je fais un super départ. Donc c'est top. Je pars dans les 5, tu vois. Donc c'est un bon rythme, je passe devant les panneaux-moteurs, j'enchaîne et j'arrive sur une vague et là je suis éjecté de la moto. La moto part sur l'avant et là je réceptionne sur les fesses et je sens un grand crack dans la moelle épinière. Donc là, je sens que c'est fatal. Je comprends tout de suite que c'est très grave et que la moelle épinière est touchée. Clairement, Euh, on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et là, on se dit, bah ça y est, c'est mon tour. Tu sais, il y a pas mal d'accidents dans le motocross et on connaît des gens de près ou de loin qui ont subi un accident comme le mien, enfin, qui se sont retrouvés en fauteuil et c'est vrai qu'on y pense toujours dans le coin de notre tête. Donc là, quand ça nous arrive, bah tu vois, ça te fait, ouais, tu te fais, putain, merde, pourquoi moi? Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? Et en plus, je tombe pas forcément dans le meilleur des pays à l'époque parce que bon, c'était en Lettonie, du coup. Les moyens les moyens médicaux sont pas du tout les mêmes que chez nous. Enfin, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. J'ai pas eu de chance sur ce côté-là. Euh, on pense qu'on est sur un championnat du monde qui est professionnel, mais bah, je me rends compte que les médecins sont pas forcément professionnels. Les moyens médicaux sont pas comme chez nous. Ils ne sont pas habitués à ce genre d'accident. Donc c'est difficile à gérer parce que t'es pas dans ton pays, ils parlent pas forcément anglais. Donc on me transfère sur un brancard qui est peut-être même plus homologué chez nous en France, tu vois. Ah Une ouais, OK. ambulance des années 90 voire 80. Enfin, c'est des choses auxquelles des choses qui n'arrangent pas la gravité, enfin qui peuvent aggraver la blessure, quoi. Donc, je pense pas que c'est aggravé. Enfin, en tout cas, je le saurai jamais et je veux pas le savoir. Mais ça n'a pas été les meilleures conditions, évacué par hélicoptère avec un super brancard, etc., quoi. Ouais. Mais du coup, Mais donc tu chutes, si j'ai bien compris, plutôt en début d'épreuve? c'est Heu, ça, au troisième tour. ah ouais, OK. Et donc là, en tombant, tu as littéralement entendu, le crack, c'est ça? Ça, je tombe et
Alors je sais plus si on entend vraiment un crack, mais en tout cas, je sens que je perds l'usage de mes jambes. Tout de suite, Ah je ouais, sens que je immédiatement. suis, Oh, punaise. paraplégique, immédiatement, ouais. C'est c'est en fait, la colonne vertébrale, c'est des centaines de nerfs qui passent, dans la moelle épinière et clairement, c'est un peu comme si tu débranches une prise de courant, hein. Quand tu coupes les nerfs, tu coupes le courant, bah, il y a plus c'est plus alimenté, bah, là, c'est pareil. Donc là, c'est directement, tu perds l'usage des jambes et tu vraiment, ouais, c'est quelque chose, c'est un choc total, quoi. J'avais vu une photo, la photo, alors je sais pas si c'est un scanner, une IRM, je sais pas trop, que tu as sur ton profil, Insta, où on voit Ouais, d'ailleurs, les gens le peuvent, clairement, ouais, les gens peuvent aller voir sur mon Instagram, @axel Laletru. C'est vrai, j'ai la photo qui est assez, bah, elle est je pense hallucinante qu'elle cette est, photo, hein. voilà. Tu as dû être choqué, je pense, en voyant ça. Mais c'est pas un montage, hein, c'est pas un Photoshop, c'est vraiment ma colonne vertébrale juste après l'accident. C'est un scanner 3D et ouais, c'est quelque chose qui secoue. Je le fais souvent voir en conférence et les gens, sont surpris, tu vois? Parce que je fais voir tout le j'arrive en fauteuil roulant, au fur et à mesure, je me mets sur un coin de table et je termine debout mes interventions en entreprise et en fait, j'aime bien, une fois que je suis debout, faire voir aux gens de là où je pars et c'est Mmh. vrai que quand on voit cette photo, les gens se disent: «Non mais attends, c'est ta colonne vertébrale là?» Je fais: «Bah ouais» et c'est vrai que c'est assez, ça c'est troublant, quoi, c'est troublant. Ouais. Donc, accident, on est le 27 juin 2010, tu es au fin fond de la Lettonie, tu perds l'usage de tes jambes. Le scanner, bon, ben, sans appel, allez voir, hein, ceux qui ont Instagram, c'est, post épinglé sur le profil d'Axel. Tu as la colonne, bah, non seulement on voit bien que la colonne est pétée, mais en plus j'ai l'impression que, il y a 2 vertèbres qui se sont enfoncées l'une dans l'autre. Enfin, on voit bien que c'est, carnage de ce Ah côté-là. c'est le carnage, ouais. Du coup, Comme là, tu dis. tu rapatrié, immédiatement en France, ou tu restes en Lettonie? Je dois rester 3 jours en Lettonie et ensuite je suis rapatrié en France, à Lille, au CHR. OK, et donc là, j'imagine que, panel, d'examen, tu vois des spécialistes. Le diagnostic qui tombe, tu l'évoquais un peu plus tôt, c'est quoi? C'est, fauteuil Paraplégique. jusqu'à la fin de tes Alors jours? ouais, c'est ça, les médecins me prédisent un fauteuil pour le restant de mes jours, une paraplégie. Pour ceux Ouais, qui, ne savent pas, qui connaissent pas la paraplégie, ça veut dire perdre l'usage de ses jambes. Parce que les gens, tu sais, peuvent parfois confondre paraplégie, tétraplégique et cetera. oui, Donc tétraplégie, c'est les 4 membres et paraplégique, ça veut dire, les membres inférieurs. Donc là, je me retrouve avec les membres inférieurs qui ne fonctionnent plus, heu et voilà, alors je dis toujours, il y a toujours pire, hem, à entendre à 20 ans, hein, il y a toujours pire que soi, mais en tout cas, c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut entendre à 20 ans parce que, on pense même plus à la moto et cetera, mais on se dit que voilà, la vie ne sera plus jamais la même. C'est indéniable. La vie, sera complètement différente et là, dans ma tête, je me dis: «Si je pouvais juste retrouver une vie normale, ça sera une énorme victoire». Je pense même pas à la moto, je pense même plus à ma carrière, hein. et donc là, à ce moment-là, quand tu dis vie normale, c'est-à-dire est-ce que tu acceptes quand tu entends ce mot paraplégie, comment tu réagis? Est-ce que tu comprends le sens, enfin, toutes les implications avec un peu de recul maintenant aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'à l'époque, tu as compris ce que ça pouvait vouloir dire, paraplégique, dans ta vie au quotidien? Et est-ce que tu acceptes ce qu'on te dit, le diagnostic, ou tout de suite tu te dis: «Bon, bah, j'aimerais bien retrouver une vie normale, mais je serai en fauteuil toute ma vie», ou immédiatement, en fait, mentalement, intellectuellement, tu te dis déjà: «C'est hors de question, je serai jamais assis dans un fauteuil toute ma vie, je me relèverai». Alors je suis partagé parce que j'ai aucune visibilité. Alors le problème en 2010 et encore en 2024, c'est que tu as aucune visibilité pour l'avenir. Tu sais, la science n'a pas encore alors on va sur la Lune, mais sur Mars bientôt apparemment, mais on ne sait pas réparer la colonne vertébrale, tu Ouais. vois? Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais et le truc, c'est que
aucun médecin, quand tu te retrouves à l'hôpital, pourra te dire, bah, vous remarcherez dans 1 an, dans 2 ans, ou peut-être jamais. Et c'est ça qui est mentalement difficile parce que tu sais pas comment te projeter. Tu sais pas si tu vas devoir te battre, combien de temps tu vas devoir te battre. Euh, et l'interrogation complète, on l'a vu, pour nous, êtres humains, c'est ce qu'il y a de plus dur. Tu l'as expérimenté comme tout le monde avec le Covid. Quand on n'avait aucune visibilité sur les confinements, être dans le flou, bah, c'est horrible. Ouais. Donc, moi, c'est la situation dans laquelle j'étais. Donc, c'est vrai que je me suis pas dit, jamais je resterai en fauteuil roulant parce que, à un moment donné, tu as le diagnostic qui est là quand même. Mais je me suis dit, je vais devoir me battre, faire le maximum pour essayer de récupérer et je ferai un bilan dans quelques années. Mais en tout cas, pour l'instant, je sais que le pire, c'est que je sois paraplégique. Je vais partir en rééducation et en rééducation, bah, je vais faire le max pour essayer de récupérer et je ferai un bilan. Je me donne à peu près 2 ans. Je me donne 2 ans en me disant que c'est pas trop long, pas trop cou enfin 2 ans, c'est quand même énorme, mais sur une vie, c'est rien et je me dis que, bah, au bout de ces 2 ans, je ferai un bilan et je verrai si je me dis: «Soit je continue à travailler ou soit j'accepte mon handicap» et ça a Ok. été important de mettre une visibilité comme ça, quoi, parce que, bah, voilà, c'est un peu comme en entreprise, quand tu as pas de visibilité, bah, tu te fais une roadmap avec des échéances à atteindre, avec, voilà, des milestones à faire et là, moi, c'est pareil, j'ai pris ça un peu, avec une stratégie plutôt que de me dire, bah, en partant YOLO, en me disant: «Bon, on verra ce que ça donne, inch'Allah». Je Ouais. pense que c'est important d'être clair dans ta tête et de dire: «Bon, OK, je fais ça pourquoi? Pendant combien de temps?» et quand tu es en train de stagner, au moins tu as ce truc de te dire: «Bah, de toute façon, je me suis donné cette échéance, donc je vais jusqu'à cette échéance». Ok. Quand tu parles de rééducation, enfin, j'ai 2 questions là. La première, c'est donc à ce moment-là, tu as 20 ans, 20-21 ans, je sais pas trop quand est ton anniversaire, mais on est en 2010, donc a priori 20-21 ans. J'ai 20 ans, ouais. Je suis né 20 en ans, février, donc j'ai 20 ans. OK. Hem, tu côté études, tu en es où à ce moment-là dans ta vie? Tu avais déjà arrêté pour te consacrer à fond à la motocross ou il y avait aussi un cursus que tu menais en parallèle? Non, non, moi j'ai arrêté, assez jeune, à 16 ans. J'étais en j'ai arrêté et tu sais, la moto, c'est pas comme y a pas, tu peux pas faire trop de comment? Sport-études, Ouais, parce que c'est un peu compliqué. On voyage beaucoup. Il faudrait avoir un sport-études, au soleil, parce que tu peux pas rouler l'hiver sinon il pleut. Enfin, du coup, nous, on migre un peu. On est un peu, tu sais, les gens du voyage parce que l'hiver, on est en Espagne. L'été, un coup, on va plus dans le sable parce qu'il faut s'entraîner dans le sable. Après, on arrive sur les terrains de terre. Du coup, on va plus s'entraîner en Italie. Enfin, tu vois, c'est vraiment, on bouge tout le temps finalement. Donc, c'est ouais, impossible de concilier études et sport à la fois. Donc, je me retrouve sans études. Enfin, sans études, j'ai quand même fait le CNED et passé mon BEP. Donc, voilà, j'ai un minimum, quoi. Mais de toute façon, à cette époque, je pense même pas aux études. Là, je pense ouais, vraiment rien que tout simplement à me reconstruire, quoi, tu vois? ouais, ouais, À récupérer. On est vraiment, c'est un peu comme une question de vie ou de mort, hein. Là, tu joues tes premières années, tu veux te battre, pour récupérer, quoi. C'est maintenant ou jamais, quoi. et tu es passé du coup par, Cap-Breton pour la rééducation ou pas du tout? Alors, j'avais le choix d'aller à Cap-Breton, en effet. Heu Les points positifs, c'est que c'est bien, c'est pour les sportifs de haut niveau. Bon, t'es à Cabreton, quoi, hein, donc t'es au bord de la plage, le cadre est magnifique et voilà. Les points négatifs, c'est que j'allais être loin de mes amis, ma famille. Donc, j'ai fait le choix, on a fait le choix tous ensemble de se dire que j'allais rester en rééducation sur l'île. OK. Et il y avait un centre, bon, qui était, enfin, qui existe toujours d'ailleurs, qui était à l'Espoir, qui est, bah voilà, qui était quand même assez qualifié, avec pas mal de sportifs de foot, tout ça, qui venaient. Donc, c'était pas le centre,
comment dire, qui était en pleine campagne, avec peu de machines, tout ça. C'était un centre qui était vraiment de qualité, etc. Donc on s'est dit, voilà, pour être à côté de chez moi, ma famille et tout, on reste là. Surtout, encore quand tu fais les ligaments croisés, il n'y a rien de grave, mais là, c'est des moments psychologiquement durs aussi. Hmm. Donc c'est difficile de partir en plus loin de chez toi, tu vois. Ouais, ouais, sans soutien, familial, Voilà, bah ouais. amical, ouais, des amis, ouais, ouais. J'allais dire j'imagine, enfin non, j'imagine pas, je dis souvent ça avec des invités qui ont des parcours de vie comme toi, tu vois? C'est que en fait, c'est une Ouais. chose d'entendre quelqu'un parler de tu vois, d'un accident, en gros, où tu deviens paraplégique à 20 ans, c'est une chose de comprendre ce que la personne dit, mais c'est autre chose de s'imaginer, enfin d'être capable de vraiment comprendre les implications, tu vois? Donc j'entends Ouais. intellectuellement ce que tu dis, maintenant je suis pas vraiment sûr de pouvoir, imaginer ce que ça a été, pour toi de passer à travers cette épreuve. Mais Heu, je pense que c'est impossible d'imaginer, et tant qu'on l'a pas vécu, c'est normal. ouais. Et C'est dans les, grandes et en phases du plus, coup pardon, vas-y. chacun réagit différemment aussi. Donc, tu vois, un autre aurait réagi différemment. Donc finalement, tu peux pas comparer et te mettre à ma place parce que chaque personnalité a sa propre réaction, tu vois. Ouais. Toi maintenant, encore une fois avec du recul, tu dirais que ça a été quoi les grandes phases, intellectuellement on va dire, enfin psychologiquement, les grandes phases de, ta convalescence? Est-ce que tu as eu une phase vraiment initiale, tu vois, un peu, état de choc, je sais pas si, tu vois, morale dans les chaussettes et cetera, puis tu es remonté petit à petit ou alors pas du tout dès le début, tu avais l'énergie pour, essayer de te reconstruire? Enfin, tu es passé par quoi comme phase différente? Hem, Bah, déjà, j'ai eu un tu vois, quand j'étais en Lettonie, c'était vraiment dur mentalement parce que, je pense Tu que ça étais a été seul une là ou il y première phase. avait, ton père avec toi d'ailleurs? Là, il y avait ma famille qui était là. D'accord. Mais le truc, c'est que en Lettonie, c'était, comme je t'ai dit, c'est très compliqué. Donc, tu vois, mentalement, j'avais qu'une envie, c'était rentrer en France à l'hôpital. Donc, quand je suis rentré en France à l'hôpital, ça a été déjà mentalement un step parce que je me suis senti rassuré d'être dans des bonnes mains, des gens qui parlent français, près de mes proches. Donc ça a été quelque chose d'important. C'était un premier step. Après, il y a eu ce deuxième step où j'ai pu commencer à être en rééducation et pouvoir un petit peu bouger en fauteuil. Donc ça a été une nouvelle étape. Et après, par contre, j'ai pris un coup moralement où je me souviens que ma première séance de kiné, bah, on me demande de me transférer du fauteuil roulant sur la table de kiné. Donc ça paraît, tu vois, quand je te dis ça, les gens qui nous écoutent après vont se dire, c'est simple, tu vois. Mais rien que ça, pour moi, ça a été me transférer sur la table de kiné, ça a été un truc de malade. Et j'ai perdu l'équilibre et je me suis rendu compte que je ne savais même pas tenir assis en équilibre sur une table de kiné, tu vois. Waouh! Et là, je me suis pris un coup de massue derrière la tête et je me suis dit, putain, le parcours va être hyper long, quoi. Je me suis dit que, waouh. Tu as envie de d'en découdre, tu es motivé et là, tu commences juste par le premier exercice, vas-y, transfère-toi sur cette table de kiné et là, tu y arrives pas et là, tu te dis: Ouais. «Waouh, là, je pars de vraiment loin, quoi». Tu vois? Ouais, je vois bien. Ça, pour le coup, je vois bien parce que j'ai eu alors, par rapport à toi, évidemment, un petit accident, mais il y a une voiture qui m'a frappé en 2018. J'étais sur un entraînement à vélo et qui m'a D'accord. fracturé le bassin. Donc j'ai fait un séjour à Ouais. l'hôpital et en fait, le bassin, enfin voilà, s'il y en a qui ont jamais eu de soucis au bassin, le bassin, c'est vraiment une zone, centrale. En fait, on a besoin pour tout et je me rappelle, ça devait être je pense que j'avais fait une semaine alité, donc c'était pas non plus, énorme parce qu'ils étaient pas sûrs de s'il fallait opérer ou pas. Bref, au bout d'une semaine, ils D'accord. me filent des béquilles et ils me disent: «Allez, vas-y, faut bouger, va faire quelques pas dans le couloir», tu vois? Et enfin, encore une fois, par rapport à ce que toi tu as eu, c'est rien, tu vois? Enfin, j'ai Ouais. pas à aucun moment j'ai perdu l'usage de quoi que ce soit. Bah, écoute-moi, me lever du lit et faire, je sais pas, j'allais dire 20 pas, 20 avancées de béquilles dans le couloir, je Mmh. transpirais comme jamais et j'étais au bout de ma vie, quoi, en une semaine seulement. Donc Non, mais on se rend pas hallucinant, compte, tu vois? À mais quel point on perd tout. c'est Ah ouais, c'est dingue, c'est vraiment dingue.
Moi, en 3 semaines d'hospitalisation, j'ai perdu 30 kilos. Oh la vache! Ah ouais! Ouais, donc tu vois, c'est en fait, tous mes muscles déjà qui ne fonctionnent plus dans les jambes, bah, j'ai tu sais, les muscles dès qu'ils sont plus, déjà, même de base, si tu es alité sans faire fonctionner tes muscles, tu perds, en fonte musculaire. Ouais. Mais en plus de ça, imagine si tu es allongé et que tes muscles ne fonctionnent plus, donc n'ont plus de sont énervés, bah, ils fondent mais à une vitesse, c'est hallucinant. Donc déjà, je Waouh! perds en poids parce que je mange pas beaucoup, tout ça, et je fonds musculairement sur le haut du corps et je perds totalement mes muscles, sur le bas du corps. Mmh. Et faut savoir qu'une jambe, tu vois, je sais pas, ça fait, avec les muscles, je sais pas, ça doit faire, 6-7 kilogrammes peut-être déjà. Donc des jambes, tu déjà à 14 kilos, tu vois? Puis après le haut du corps, puis après les fesses, c'est pareil, les fesses, moi j'ai plus rien. Donc c'est 3 kilos à gauche, 3 kilos à droite. Enfin, tu vois, c'est tout, on se rend pas compte, mais en fait, mais pas, ça faisait peur. On aurait dit d'un un mec d'Auschwitz, quoi, tu vois? J'étais, beh, la peau sur les os. Ouais. D'ailleurs, encore sur les maintenant, les muscles que je n'ai pas récupérés, donc en dessous des genoux, il y a juste l'os, le tibia et le péroné en gros. Il y a rien. C'est surprenant. Ouais, j'ai vu une vidéo où tu présentes ton vélo électrique et les attelles que tu utilises et cetera. Donc on va en parler puisque clairement, Ouais. aujourd'hui, tu es plus du tout en mode, «Je suis dans un fauteuil». Donc ouais, comment est-ce que tu as géré ça? J'ai récupéré 20 des muscles des jambes. D'accord. Donc, pour faire simple, parce qu'après, bon, tu vois, il y a des termes techniques pour chaque muscle et tout, et cetera, mais je pense que tout le monde ne connaît pas l'anatomie du corps. Donc, pour faire simple, j'ai récupéré 20 des muscles des jambes, c'est-à-dire les muscles des cuisses et à 60, parce que dans le muscle des cuisses, on pense que c'est qu'un muscle, mais finalement, tu as un quadriceps, tu as l'intérieur du quadriceps, le TFL à l'extérieur, enfin, etc. Donc j'ai récupéré le muscle des cuisses, le fléchisseur de hanche et un petit peu d'abdos. Et tout le reste ne fonctionne plus. Donc c'est-à-dire, j'ai pas d'ischio, j'ai pas de abducteur, tout ce qui est en dessous des genoux, c'est mort. J'ai pas de fessier, j'ai pas de moyen fessier, enfin voilà, donc je suis vraiment avec très peu de muscles, mais j'ai développé avec un orthoprothésiste des attelles qui me permettent de tenir mes chevilles à 80°. D'ailleurs, tu pourras peut-être mettre une photo pour que les gens visualisent, ou même si vous voulez voir sur mon Instagram, il y a pas mal de vidéos ou photos qui illustrent mes releveurs, parce que c'est un peu technique. Mais c'est des releveurs qui viennent tenir mes chevilles à 90 degrés en carbone, et elles viennent en dessous des genoux, et elles prennent mon mollet, et ça descend jusque la cheville, et la cheville est bloquée. Et en gros, avec ça et les muscles des cuisses, bah, j'ai réussi à me remettre debout et développer un équilibre pour que je puisse aujourd'hui marcher avec 2 béquilles et des attelles à peu près, une allez, une 300-400 m par mes propres moyens, même voire plus. Je peux monter jusqu'à 1 kilomètre. Alors je vais être plus en souffrance, mais je peux le faire. Et donc ça a été une énorme victoire sur la vie. Ça a été, 2 ans de travail en rééducation. Hem, c'est difficile de rentrer dans les détails parce que c'est à chaque fois des mini victoires. Ouais. C'est une récupération qui est au niveau des nerfs, donc on récupère au fur et à mesure. Puis après, j'ai commencé à les exploiter, donc ça a été beaucoup de travail en kiné, beaucoup de balnéothérapie dans l'eau aussi. Mais en tout cas, la finalité, c'est que comme je ne récupérais plus, bah, on a décidé de pallier à ces muscles qui ne fonctionnaient plus avec un orthoprothésiste, et avec ces attelles, bah, j'ai pu me remettre debout sur la terre ferme et réaliser un exploit. Parce que clairement, en sortant du centre de rééducation, les médecins m'ont dit, mais par rapport au diagnostic pessimiste de base et la colonne vertébrale que vous avez vue sur Insta avant, jamais on n'aurait imaginé que Axel, tu puisses te remettre debout. Donc ça a été fabuleux. Ça a été fabuleux. C'était inespéré. Tu te rappelles de est-ce qu'il y a eu des sensations particulières la première fois que tu as pu te remettre debout avec ces attelles? La première fois que je me suis mis debout, ça a fait bizarre parce que
j'ai l'impression que le monde qui m'entourait, était d'un seul coup plus petit. Tu sais, c'est comme quand t'es gamin, t'as l'impression que un jardin peut être énorme parce que t'es petit, mais quand t'as une vue en hauteur, bah, d'un seul coup, tout te paraît, beaucoup plus petit. Bah, là, c'est un peu pareil. Ça m'avait surpris. Excellent. Parce que du coup, les premières attelles, j'imagine qu'elles étaient plutôt destinées à la vie de tous les jours, mais j'ai l'impression que sur les photos, il y en a qui sont plus orientés sport, en carbone, etc. Donc aujourd'hui, tu as quoi? Tu as vraiment une collection d'attelles que tu utilises selon l'activité de la journée? Exactement. Mes attelles, ce sont mes jambes. Donc, toi, par exemple, quand tu vas courir ou faire du vélo ou autre, tu mets des chaussures de sport pour la course à pied ou pour le vélo. Et pour aller à un dîner, tu vas mettre des autres chaussures. Bah, moi, c'est un peu la même chose. Par exemple, pour aller faire du vélo, je vais mettre des attelles plus rigides. Pour aller marcher, je vais peut-être mettre des attelles plus souples. Pour, par exemple, si je veux rouler en voiture ou en rallye ou ce genre de choses, bah, je vais mettre des attelles qui sont plus courtes, tu vois. Enfin voilà, chaque attelle a sa fonctionnalité. Et, et j'en ai plein. J'ai une collection, un tiroir complet d'attelles selon l'activité que je vais faire, effectivement. Excellent. Et tu vois, Alors, par exemple, quand je pars en voyage ou ce genre de choses, bah, j'ai toujours avec moi une deuxième paire d'attelles. Alors, pas quand je pars 2 jours, mais si je pars en vacances une semaine ou j'en sais rien, ou 15 jours, bah, je vais prendre une deuxième paire d'attelles avec moi. Parce que imagine, mon attelle pète, ce qui est déjà arrivé, hein, ça m'est déjà arrivé, et que j'ai pas de fauteuil roulant, bah, moi, je peux plus rien faire, tu ouais, vois. Donc, je me retrouve en difficulté. Donc, il y a toutes ces choses-là un peu à anticiper à chaque fois pour être à l'aise, pas avoir de problème. ouais. Alors, tu disais que tu as une attelle ou des attelles pour quand tu fais du rallye. Du coup, c'est une transition parfaite. À quel moment est-ce que tu t'es remis au sport mécanique et qu'est-ce que c'est que cette histoire avec le rallye Dakar qui m'a tout l'air d'être absolument hallucinante? Bon, tu connais le Rallye Dakar quand Ah même. ouais, je connais le rallye Dakar. Bon, tu sais que le Rallye Dakar, c'est le rallye le plus dur au monde. Alors, Oui. je sais, enfin Le en termes rallye. de réputation, il est méga connu, mais je veux bien, comme j'ai pas souvent des gens qui sont dans l'univers des sports mécaniques, sport auto ou moto, qu'est-ce qui fait qu'il est difficile? C'est quoi? C'est la distance, c'est le terrain, c'est quoi les particularités du rallye Dakar? Alors, les particularités du Rallye Dakar, il a eu lieu d'abord en Afrique, puis ensuite il a eu lieu en Amérique du Sud, et maintenant c'est au Moyen-Orient, Dubaï, Arabie Saoudite, Oman, euh, Abu Dhabi, etc. Et la particularité de ce rallye, c'est que c'est 15 jours, donc c'est 15 jours de course, non-stop, et en tout, tu as 10 000 kilomètres à parcourir sur ces 15 jours. Mais on est à 10 000 kilomètres, pas d'autoroute. On est à 10 000 kilomètres de dunes, de sable, de cailloux, de poussière, de montagnes. Tout ce que tu peux imaginer de plus dur sur la planète, hormis la neige et l'eau, bah tu l'as. Et donc c'est intense. C'est une vraie aventure. On pense qu'on est en 2024, t'es vraiment seul. Même si tu as le GPS qui te traque au cas où, etc., tu es vraiment seul et tu te retrouves face à toi-même quand tu as un souci. Et c'est très risqué. Et terminer ce rallye, même dernier, je peux te dire que c'est une énorme victoire. Et les pilotes qui terminent ce rallye, on les appelle le héros. Parce que ouais, c'est un truc de malade. T'es fatigué. En gros, c'est à peu près entre 8 et 12 heures de conduite par jour. Mmh. Waouh! Donc c'est comme si tu faisais l'île Marseille tous les jours. Pas avec un autoroute par contre. Ouais. Donc tous les jours tu fais l'île Marseille, Marseille-Lille, t'imagines? Donc quand t'es arrivé à Marseille le soir, tu dis bon demain on repart à Lille. T'imagines? Ouais, Et t'es ouais. rentré, il est 20 heures, hein, tu repars à 7, 8 heures du matin. Donc ça fait des très grosses journées et c'est ça qui est éprouvant. Parce que mentalement tu dois toujours être concentré.
parce que tu manges moins bien ou pas. euh, t'es fatigué parce qu'il y a dans le bivouac du bruit toute la nuit. Donc c'est quand même assez intense et ça te tape sur le système. Et c'est ça qui est très éprouvant à Dakar. Donc rester concentré pendant 15 jours, ça joue énormément parce que tu peux faire une erreur toute bête, non pas parce que t'es mauvais pilote, mais parce que t'es fatigué et ton cerveau marche moins bien et tu peux perdre ton rallye sur un truc bête. Donc il faut savoir se préserver, il faut savoir anticiper, mettre le moins d'énergie possible dans tout, s'économiser. Et ça, c'est l'une des clés les plus importantes. Et moi, avec mon handicap, ça allait être un défi parce que faut savoir que rien qu'au quotidien, dans une vie traditionnelle avec mon fauteuil ou mes béquilles, je dépense 300% de plus d'énergie qu'une personne valide. Ok. Ah ouais. Ok. Tu comprends? Rien que une vie, hein, au quotidien, 300% de plus d'énergie. C'est comme ça. C'est pourquoi? Parce que bah, je pousse mon propre poids avec le poids du fauteuil, donc imagine. Je dois toujours me tirer avec les mains. Enfin, je suis toujours moi sur le haut du corps. C'est un effort de me mettre debout. Donc voilà, tout ça fait que déjà rien que ça, je suis beaucoup plus fatigué que quelqu'un de lambda. Ok. Ouais, donc ajouter à ça le contexte Rallye Dakar, j'imagine que ça doit être effectivement un challenge de fou. J'imagine. Ouais, Et ça, tu le ouais. savais avant d'y aller, parce qu'en venant du sport automobile, enfin du sport automobile, du sport mécanique, tu connaissais le Rallye Dakar. Qu'est-ce qui fait que tu as quand même Ouais. voulu, enfin, qu'est-ce qui fait que tu es allé là-dedans? C'était justement le côté challenge pour dire, regardez, je me relève et en plus, je vais me qualifier et participer au Rallye Dakar. Ça a été une opportunité, ça s'est passé comment? Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. C'était déjà envoyer un message fort, démontrer que derrière l'impossible se cache toujours un possible, démontrer que malgré l'handicap, on peut aller challenger les valides. Et pour moi, renouer avec les sports mécaniques et aller potentiellement performer face à des valides malgré l'handicap, bah, c'est une super revanche sur la vie. Qui parierait là-dessus? Alors, il y a déjà des personnes handicapées avant moi qui avaient terminé le Dakar, un Espagnol, mais il n'avait pas performé comme je l'ai fait. Et personne n'a performé jusqu'à présent, hormis moi. Donc, moi, c'était vraiment mon but, performer face aux valides. Et je savais que j'en étais capable. Et donc, j'ai décidé de rouler en SSV, en buggy, et monter le projet. J'ai voulu monter ma propre équipe à l'époque. C'était plus simple. Je voulais des gens que je connais, je voulais des gens qui croient en moi. Et j'ai monté mon équipe qui s'appelait hashtag Je peux 2020. Et donc 25 personnes dans l'aventure. Donc ça a été un gros challenge parce que d'abord, avant tout, pour aller au Dakar, bah, il faut lever des fonds parce que Ouais. on n'est pas en natation, en moto. Là, ça coûte cher, hein, le Dakar. Faut développer une voiture pour que je puisse rouler malgré mon handicap. Donc, je dois le trouver à peu près un demi-million d'euros avec des partenaires. Ah Donc, ouais. ça, c'était déjà un challenge. C'était déjà un gros challenge de lever les fonds avant de partir. Et donc, on a eu du mal. Jusqu'au dernier moment, on a trouvé des fonds, genre 15 jours avant. Et, et ça a été fou. Donc, en arrivant à Dakar, déjà, je me suis dit, bon, rien que si on va au bout, ça va être fou. Faut, je veux pas griller les un demi-million d'euros de sponsors dès la première étape parce que ça fait 2 ans qu'on travaille d'arrache-pied sur ce projet. Donc tu sais, quand tu arrives là-bas, avant de partir, je me souviens, je me disais bon, je veux performer. Après avoir galéré à lever les fonds, je me suis dit bon, déjà aller au bout, ça sera bien. Et après finalement, bah voilà, j'ai commencé à comment dire prendre mes aises. J'étais avec mon copilote François. J'avais des commandes adaptées au niveau des mains. Et une première étape où on commence à faire un premier top 10, puis ensuite un deuxième. Puis on sent après qu'il y a quand même du potentiel. Et donc là, tout doucement, on prend confiance. Et là, on commence à accélérer. Et puis, je commence à gagner une première étape, puis une deuxième, puis une troisième. Puis, au bout de 15 jours de course, on réalise l'impossible, pouvoir terminer déjà ce Dakar, mais en plus remporter la catégorie T4 euh, devant les valides.
Donc une première historique, ça a été, ça a été fou, ça a été fou. On se rend pas compte, mais c'est tellement intense à l'arrivée. C'est le dénouement de pouvoir et tout se peut. Tu vois, le truc, c'est que tout peut se passer jusqu'au. Par exemple, je sais pas, on est 1 kilomètre avant l'arrivée. Si tu casses le moteur, bah c'est terminé pour toi, quoi. Hmm. T'as pas le droit que quelqu'un te pousse ou tu tires ou changer de moteur ou je ne sais quoi. Donc tu te dis que tu as fait 10 000 bornes et à la 9999e, tu pètes le moteur et tu termines pas ton Dakar ou tu perds la victoire ou le podium ou j'en sais rien. Bah, ça arrive, ça est déjà arrivé. C'est Ouais. les boules totales. Mais Mais c'est des choses qui arrivent. ouais, j'imagine. Bah, je pense que c'est un peu comme en voile, tu vois, où tu as quand même un gros facteur environnement qui joue et le matos c'est juste indispensable. Donc, ouais, j'imagine que ça va faire partie des paramètres. J'ai une question qui me vient tout de suite là. En fait, j'avais eu une invitée, Eugénie Decré, qui est suisse et qui avait fait, je crois qu'elle a fait 9 Paris-Dakar. Entre autres, elle a fait le Silkway Rally aussi. Enfin bon, 23 ans de course automobile. Et elle m'avait expliqué, elle avait craché sur un Paris-Dakar, corset intégral, etc. Enfin voilà, gros accident. Et je me rappelle qu'on avait parlé en fait de l'impact du fait de rouler sur des distances aussi importantes, 10 000 bornes sur des terrains défoncés, qu'en fait, tu as plein de micro-vibrations en permanence et que en fait, ça te défonce un peu le cervical, le cou, etc. Toi, ça n'a pas été un problème avec la colonne que tu as, du coup, les chocs, parce que même en buggy, j'imagine qu'à un moment donné, vous deviez décoller un peu, enfin, taper les pierres. C'est pas non plus, tu vois, enfin, je suppose que c'était quand même un parcours accidenté, non? Oui, alors c'est pour ça en fait, il y avait énormément de préparation. Euh, il fallait absolument que tout soit au top. Et pour ça, j'avais par exemple thermoformé un siège baquet à mon handicap. Ok, Hem, Tu vois, c'est des choses, auxquelles, un valide ne doit pas forcément faire, alors que moi, c'était crucial pour éviter moi, j'ai encore mes plaques dans le dos et donc pour éviter, des problèmes à mes plaques, les chocs et cetera, effectivement, j'avais dû adapter tout ça. Donc ouais, ça a été, ça a été une grosse préparation et c'est vrai que tu es complètement déglingué. Moi, je faisais 1 heure et demie de kiné, tous les soirs ah ouais, oh pour que je punaise. puisse récupérer. Étirements, massages et cetera. Comme tu dis, les cervicales, ça tape, hein, tu dans les dunes, tu des cailloux, tu des trous, c'est du terrain qui est accidenté et parfois même, il y a des trous que tu ne vois pas forcément et que tu prends au dernier moment et là, tu as un choc frontal, je peux te dire que tu t'en souviens, quoi. Donc du coup, on avait besoin de régler une super voiture, des gros amortisseurs, enfin, toutes ces choses-là qui étaient, très importantes. Mais j'ai eu de la chance sur ce Dakar, je suis ressorti, pas, déglingué, comme certains. J'ai préparé ça aussi avec beaucoup de musculation. Donc je pense que mon corps était vraiment, renforcé, tu vois? J'avais, préparé tout ça pour être, bah, pour arriver là. Je suis pas arrivé en dilettante, hein, j'étais Ouais, un ouais. sportif de haut niveau. Ouais. Donc mon âge assez jeune, ma musculature, la voiture bien préparée, bah, tout ça fait que j'ai pu sortir, du Dakar sans être broyé, comme certains peuvent l'être. Ouais. Mais c'est vrai que ça tabasse beaucoup dans les trous et cetera. C'est du tout terrain, hein, donc bah, ouais, c'est ultra fatigant. Puis tu es constamment dans la poussière, au-delà des chocs, tout ça, c'est, tu vois, la poussière, t'en as plein les yeux, même si t'as un pare-brise, tout passe à travers. Enfin, tu vois, tu bouffes du sable. C'est, faut pas avoir peur de se salir ou vivre dans, tu vois, c'était pendant Ouais. 15 jours, là, t'es vraiment dans la merde totale, quoi. C'est le cas de le dire. Tu peux te laver le Les soir, mais conditions c'est pas, spartiates. ah bah ouais, tu te lèves le soir, c'est pas les douches que tu prends à l'hôtel, hein. Je te garantis que parfois, si tu arrives trop tard, il y a même plus d'eau au bivouac, hein, donc Ouais. tu intérêt de te dépêcher de rentrer. Donc tu vois, Yes. c'est toutes ces choses-là, qu'il faut anticiper et qui sont fatigantes, tu vois? Quand tu as eu, 12 heures de bagnole dans les pattes, à avoir des problèmes mécaniques, tu rentres à minuit, j'en sais rien, parce que la bagnole,
t'es resté enlisé ou t'as eu un turbo qui a claqué et que t'as été tracté par le camion pendant 200 bornes et t'en as pris plein la gueule parce que le camion, tu sais, il tire avec la cendre, mais du coup, derrière un camion, t'imagines dans le désert, la merde que tu prends, les caillasses dans le pare-brise et tout, et que t'arrives le soir au bivouac, bon, il y a plus trop d'eau chaude ou il y a plus d'eau et que t'as eu tout ça, je peux te dire que t'en as plein les bottes, hein, et que tu repars dans 6 heures, tu vois, faut être accroché, tu vois. Donc c'est le mental Ouais. aussi qui est important. C'est le mental. Faut être frappé, hein, comme on dit. Ah bah, ouais, ouais, là, ouais, ouais, j'ai bien l'impression. Allez, je suis en train de regarder là les des petites vidéos que tu as mises, du buggy, du Dakar, franchement qui est ouf, ça donne envie de le piloter. Donc, allez regarder encore une fois s'il y en a qui ont Insta, et il y a vraiment plein de trucs sur le profil d'Axel. Hem, Tu parlais des problèmes mécaniques, mais, à l'arrière du buggy là, je vois qu'il y a des roues de secours. Si jamais vous aviez des grosses galères qui nécessitaient, tu vois, de lever le buggy, de changer une roue ou quoi, du coup, comment c'était réparti entre François et toi? Toi, tu faisais la navigation, enfin, tu pilotais et lui faisait orientation ou enfin copilote et Ouais, c'est tous les ça. problèmes mécaniques, c'est ça? Lui, était axé, navigation et méca. Alors évidemment, quand on a un gros pépin mécanique, moi je sors aussi pour l'aider. Mais par exemple, une roue crevée, ça, il a la possibilité de le changer lui-même, sans avoir besoin d'aide. Donc du coup, moi je reste dans la voiture. Et mais après, s'il y a un gros pépin mécanique, j'en sais rien, on arrache un triangle ou ce genre de choses, t'en as pour 1 heure à le changer. Donc du coup, bah là, je sors de la bagnole et voilà. Par contre, une roue, comme ça va assez vite, bah moi, je mets plus de temps à me détacher, me rattacher. Donc je Ouais, restais dans la voiture le temps qu'il change tout ça. Donc OK. ça, c'était un peu la répartition. Mais on a fait un super duo et ça a été dingue de pouvoir remporter le Dakar, franchement. Qui aurait, euh, qui aurait cru qu'on puisse remporter notre catégorie T4? Donc ça a été fou. Ouais. Ça a été un super souvenir, beaucoup d'émotions. Malheureusement, il y a eu le Covid derrière. Du coup, ça a cassé beaucoup de choses médiatiquement et tout l'engouement. Mais, euh, mais voilà, c'était un grand moment, quoi. J'allais te demander justement, ça a été quoi les réactions, sur le village Dakar à l'arrivée, quand vous avez enfin déjà les étapes, quand vous avez commencé à enchaîner les victoires et à l'arrivée, finale? Ben, ouais, ça a été fou. Beaucoup de, comment dirais-je, les valides beaucoup de respect, voilà, chercher le mot, de la part des valides qui, bah, évidemment, eux déjà souffrent. À chaque fois, j'entendais ça, tu vois. Le mec venait me voir à la fin, il me dit, putain, moi, je suis déjà mort, mais toi, je sais même pas comment tu fais, tu vois. Donc, c'est surtout, tu vois, beaucoup de respect. Ça a été, ouais, ça a été, il y avait quand même pas mal de focus médiatique là-dessus. Et ouais, c'était un engouement et jusqu'au bout, parce que voilà, comme je dis, c'est 15 jours de course, donc c'est intense et les gens nous suivent jusqu'au bout. Mais ouais, ça a été, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, ça a été beaucoup d'émotions à l'arrivée. En plus, il y avait, comme je t'ai dit, on est une équipe, hein, on est 25 dans l'aventure, donc c'est ensemble qu'on gagne. C'est un esprit collectif. Et pouvoir avoir toute cette équipe à l'arrivée avec la victoire, c'était juste la meilleure des récompenses. Donc ouais, ça restera gravé à jamais. Excellent. Il me semble qu'il y a il y a un film qui a été fait, sur ça, un reportage? Alors, c'est-à-dire? Sur le Dakar ou en tout cas sur ton parcours? J'ai vu passer les infos quelque part, j'ai pas regardé. Ah ouais, alors, ouais, parce qu'effectivement, il y a eu, bah, sur YouTube, j'ai pas mal d'inside sur la série Dakar. Mais je suis en train actuellement de faire un film documentaire OK, OK. avec Canal+. Donc tu as raison. Tu as bien Ah vu passer les j'ai fait du teasing sans le savoir en fait. Mais on peut le dire, c'est bien, on peut en parler. Bah, c'est OK. vrai qu'avec tout ce parcours, toute cette histoire, les gens, enfin, il y a beaucoup, tu sais, moi je fais beaucoup d'interventions d'entreprise à l'étranger, pas mal, parce que je parle anglais, sur les thèmes de la résilience, motivation, dépassement de soi, performance, positivité. Enfin voilà, tout en restant humble, je pense que mon histoire est très enrichissante pour tous, et c'est vrai que
à un moment donné, je suis tombé sur un producteur qui a vu ça et qui a dit: «Mais attends, ça, il faut le partager au plus grand nombre, au grand public», tu vois? Mmh. Et du coup, on a monté cette série, enfin ce film documentaire qui sera diffusé avec Canal+ sur les plateformes, aussi en Belgique, au Canada. Et ça va être, c'est 1 heure et demie de film, hein. C'est pas un reportage, c'est vraiment un film documentaire d'1 heure et demie. Et il y a beaucoup de, oui, on revient sur l'accident, le centre de rééducation, la reconstruction. On revient sur mon défi de l'Enduropal du Touquet. Enfin, vraiment, ça a été, ouais, ça a été, c'est un gros projet de vie parce que aujourd'hui, garder tout ça pour moi, ça serait, je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le partager au plus grand nombre et toucher le grand public avec ce film. Bah, ça sera une belle victoire aussi, une belle Ouais, mission de vie réussie en tout cas. excellent. Alors il y a encore, plein de choses dont on n'a pas pu parler, notamment, la natation puisque, ça a fait partie enfin, si j'ai bien suivi, tu avais repris la nat enfin, tu avais commencé la natation pendant ta phase de rééducation et avec des résultats de fou, Effectivement, des ouais, ça a été une partie de ma vie après l'accident. J'ai voulu d'abord me reconstruire dans la natation handisport. Ça a été un succès parce que je suis devenu 12 fois champion de France, vainqueur des Jeux européens. Ça a été quelque chose qui m'a énormément plu. Alors, j'ai commencé la natation un peu en rééducation où j'étais dans l'eau en balnéothérapie. Et c'est vrai que cette sensation de flottaison, d'être dans l'eau, m'a donné envie de faire du sport. Et après le centre de rééducation, je me suis dit, bah, ça serait pas mal de nouveau avoir une carrière. Et donc, je me suis lancé dans la natation handisport. Alors, ça a été un gros projet, évidemment, mais moins que le Dakar, parce que le Dakar, c'était, enfin, voilà, en termes de dangerosité, en termes d'organisation, en termes de challenge, c'est quand même un truc qui est dingue, même si la natation, ça a été dingue aussi. Mais je veux dire, j'ai fait les choses par étapes. Tu vois, j'ai recommencé d'abord dans le handisport, j'ai performé en natation, et après, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fait ce que je voulais faire dans la natation, bah maintenant, bam, je rebascule avec les valides. Donc c'est ça, ça a été la chronologie. Et, euh, et voilà, ça a été fou. C'est quoi la suite du coup? Avec un parcours comme le tien, déjà autant de réussite, autant de revanches, sur la vie, c'est quoi qui arrive? Bah écoute, la suite, c'est de réaliser un challenge en 2025. Euh, un challenge que tout le monde peut rejoindre d'ailleurs. C'est important qu'on puisse en parler parce que si les gens veulent rejoindre, qui nous écoutent veulent rejoindre, ou si tu veux rejoindre le challenge, tu es le bienvenu. En gros, je vais participer, je me lance le défi de faire le Paris-Roubaix à vélo. OK, Donc, le Paris-Roubaix amateur. Euh, et j'ai décidé de monter un peloton, hashtag Je peux 2025, où chacun peut rejoindre ce peloton Axel Laletru, hashtag Je peux 2025, et vivre cette aventure avec moi, se dépasser avec moi. Donc aujourd'hui, je suis en pleine préparation de ce défi. Je suis en train de monter des partenariats. Et ceux qui veulent rejoindre ce peloton, bah, vous êtes le bienvenu. Envoyez-moi un mail ou un message sur Insta. Parce que voilà, le but, c'est qu'on puisse partager ce message fort. Moi, je vais me dépasser. Venez vous dépasser avec moi. Donc, le Paris-Roubaix, c'est quand même la course mythique dans le Nord, hein, même en France, parce que voilà, c'est des pavés, c'est des secousses. Bon, tu as bien compris, je choisis jamais des épreuves les plus faciles. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et pouvoir essayer de faire ce Paris-Roubaix à vélo alors que j'ai perdu 80% des muscles des jambes, ça va être un défi. Mais j'ai envie de le tenter. Et donc aujourd'hui, je suis en train de monter ce défi qui va être colossal. Et pour une fois, contrairement à tous les défis que j'ai pu faire, bah, je peux le faire avec des gens et on peut se dépasser ensemble. Et c'est ça qui est trop cool. Donc génial. venez, rejoignez-nous. Ça va être Si tu veux venir, Loïc, n'hésite pas. C'est un projet de malade. C'est quand dans l'année, le Paris-Roubaix? En général, c'est fin mars, tout début avril. OK.
Ouais, comme ça, tu es sûr qu'il pleut bien, que c'est dégueulasse et qu'en plus des pavés, tu dois gérer, la flotte, quoi. Bah, figure-toi que cette année, il faisait super beau. C'est vrai? Ouais. Mais si on revient en 2022, au Paris-Roubaix 2022, il neigeait. Donc tu vois, tu peux Voilà, bien. avoir, tout ou rien. OK. Et là, l'idée du coup du peloton, c'est quoi? C'est que les gens prennent le départ avec toi et vont jusqu'à l'arrivée ou il peut aussi y avoir des relais ou des sections? En gros, chacun prend le départ, enfin, on prend tous le départ ensemble. OK, Il y a une voiture balai qui est derrière. Ceux qui souhaitent faire, par exemple, tu vois, 20 kilomètres, bah, ils font 20 kilomètres. Ceux qui veulent faire 50 kilomètres, ils font 50 kilomètres, et cetera, et cetera. Mais il y a toujours, des camions balais derrière qui permet de te récupérer si tu en peux plus et te ramener, à l'arrivée pour faire l'arrivée ensemble, en gros. Donc c'est d'accord. pour ça, donc on a prévu un stand où, les gens pourront, se reposer. Enfin, voilà, on fait une grosse orga. Donc, ouais, ouais, gros projet et j'ai hâte de le partager. Trop bien. Et le peloton, tu cherches combien de personnes à peu près? Enfin, il y a une limite ou d'un point de vue logistique, il Oh, on faut que n'a tu pas de capes? limite, tu vois. On Non? est ah, non, tu vois, on est parti sur une cinquantaine de personnes, tu vois. Un OK, peloton de 50, tu vois, ça peut être pas mal. Il y a à la fois des entreprises qui vont nous rejoindre avec des collaborateurs, des particuliers. Enfin, voilà, chacun rejoint le challenge, à sa manière. Mais voilà, en tout cas, on propose aussi des packages où tu peux venir, un truc clé en main. Par exemple, tu as un vélo avec la le but, c'est qu'on ait tous la même tenue, on doit tous habillés pareil et celui qui n'a pas de vélo, mais qui veut venir se dépasser avec nous, bah, on lui propose un vélo, pour faire le Paris-Roubaix avec nous. Donc tu trop vois, on bien. veut pas qu'il y ait de frein à ça en se disant: «Bah, merde, j'ai pas de vélo de route, comment je fais? J'ai pas de VTT. Monter à Lille avec un vélo, ça va être galère». Donc là, on propose un truc vraiment clé en main. Excellent. Eh ben, écoute, j'espère qu'il y en a à qui ça donnera envie. Paris-Roubaix, du coup, tu le feras toi? Je sais pas si l'amateur, c'est quoi? C'est à la même période que la vraie course ou ça peut être fait n'importe quand dans l'année? Ouais, le Paris-Roubaix amateur, c'est en généralement la veille avec, juste avant D'accord. les filles ou le dimanche matin avant les mecs. Donc ça dépend OK. en fait, chaque année, l'année dernière, c'était, le dimanche matin avant les hommes et cette année, c'était le samedi matin avant les filles. Voilà. OK, OK. OK, donc En tout cas, ce qui est cool, c'est que en fait, tu fais, une partie du vrai parcours, que vont faire les pros, quoi. Donc c'est ça qui est top. trop bien. Donc, bah, au moment de la diffusion de l'épisode, il vous reste, moins d'un an pour vous entraîner et rejoindre le peloton, d'Axel. Exactement. Et ben, écoute Axel, on s'était dit 10h30, on y est presque dans 3 minutes. Est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais faire passer pour souligner peut-être quelque chose qu'on a déjà évoqué ou pour parler d'un sujet, heu, dont on n'a pas encore parlé? Bah, écoute, ouais, moi, je dirais que, rejoignez-nous. Rejoignez-nous sur Paris-Roubaix. Il y a eu hashtag Je peux 2020. Il va y avoir Je peux 2025. Rejoignez ce slogan. Venez vous dépasser avec nous. Venez vous battre pour la bonne cause. Donc aujourd'hui, on a un gros défi et j'ai envie d'embarquer le plus de monde avec moi pour démontrer que bah, derrière l'impossible, bah, se cache toujours impossible. Et ensemble, on peut le faire. Plus on est, mieux c'est. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir partager et que ce message résonne, énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette aventure qui va être dingue en 2025 et vous avez moins d'un an pour vous préparer, donc ça va. C'est ça, le challenge. Excellent. Bah, écoute Axel, un grand, grand merci. C'était génial d'en apprendre plus sur, ton parcours et de pouvoir, bah, t'avoir au micro pour que tu nous partages ton histoire de résilience et de dépassement. Donc, vraiment un grand, grand merci pour ça. Tous les liens sont en Ça fait description de plaisir, l'épisode comme d'habitude pour, si vous voulez suivre Axel, entrer en contact, rejoindre le peloton, de 2025. Et puis, bah, moi je te souhaite, une excellente, préparation pour ce nouveau challenge. bah, carrément, plaisir partagé en tout cas et puis, j'espère que les gens, prendront du plaisir sur, ce podcast. Merci Axel. Allez, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet échange avec Axel jusqu'au bout. J'espère que vous l'aurez apprécié et surtout que vous en aurez retiré une énorme dose d'énergie et d'inspiration. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à le partager autour de vous et de manière générale, si vous souhaitez soutenir les frappés,
eh bien abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute et parlez du podcast autour de vous à un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on arrivera à avoir encore plus de gens qui osent se lancer dans leur propre projet. Si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, ça se passe sur Tipeee, la plateforme française de financement participatif. C'est tipeee.com/les-frappés. Autrement, le lien est en description. C'est à partir de 1 € par mois. Vous pouvez également donner un montant libre, comme bon vous semble. Et chaque euro permet au podcast de maintenir son indépendance en contribuant à couvrir les frais de fonctionnement. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.